Ah, le mot nature, il nous semble tellement évident. On parle de la beauté de la nature humaine, on a l'impression de savoir exactement de quoi il s'agit. Mais vous savez, si on creuse un tout petit peu, on découvre que ce simple mot est en fait un véritable carrefour d'idées, d'histoires et même de conflits. C'est justement cette question qu'on va explorer. Et pour ça, on va devoir faire un petit voyage dans le temps. Parce que pour comprendre ce que la nature signifie pour nous aujourd'hui, il faut d'abord comprendre ce qu'elle a pu signifier par le passé. Bon, partons de la base, de la définition la plus simple, celle qu'on apprend tous. D'un côté, il y a le monde qui existe sans nous, la nature. De l'autre, tout ce qui est créé, façonné par l'humain. L'art, la technologie, bref, la culture. Ça paraît logique, simple, presque naturel, pas vrai ? Et pourtant, cette séparation, qui nous paraît si claire, c'est elle qui va être au centre de tous les débats. Allez, premier arrêt, on remonte loin, très loin en arrière, direction la Grèce antique. C'est là que, pour la première fois, des philosophes ont vraiment regardé le monde autour d'eux en essayant de le penser comme un grand tout cohérent. Là, il faut vraiment essayer d'imaginer une vision du monde qui n'a rien à voir avec la nôtre. Pour les Grecs, la nature, ce n'est pas juste un décor ou une réserve de matériaux. C'était le cosmos. Un système incroyablement bien organisé, un ordre si parfait qu'il devait nous servir de modèle pour bien vivre notre propre vie. Et cette phrase de Marc Aurèle, le philosophe stoïcien, résume ça parfaitement. Pour ces penseurs de l'Antiquité, la sagesse, ce n'était pas une invention humaine. Non, c'était une sorte d'écoute attentive de la nature. La nature était le guide ultime, le seul vrai prof en quelque sorte. Mais attention, il ne faut pas croire que tout le monde était d'accord. Déjà à l'époque, dans le dialogue Gorgias de Platon, on voit deux visions s'affronter. Pour Socrate, suivre la nature, c'est rechercher l'équilibre, l'harmonie. Mais pour son adversaire, Calliclès, c'est tout le contraire. Suivre la nature, c'est laisser le plus fort écraser le plus faible. C'est peut-être la première grande faille, la première tension qu'on voit apparaître dans cette idée de nature. Alors, cette vision de la nature comme un grand modèle, elle va dominer la pensée pendant des siècles. Mais un véritable tremblement de terre intellectuel est en préparation. Avec l'arrivée de ce qu'on appelle la science moderne, le regard que l'humanité porte sur le monde va changer du tout au tout. Et là, le changement de perspective, il est radical. On passe de Platon à Descartes. On ne cherche plus à comprendre notre place dans le monde, mais plutôt à se placer au-dessus de lui. C'est la naissance d'une ambition nouvelle, ne plus seulement contempler la nature, mais la maîtriser. Désormais, l'outil pour comprendre le monde, ce n'est plus tellement la philo, c'est plutôt la caisse à outils de l'ingénieur. La nature n'est plus vue comme un poème mystérieux, mais comme une immense machine, une sorte de grande horloge dont on peut démonter les rouages pour comprendre comment ça marche. Et si on peut la démonter, alors on peut la contrôler. Et voilà la phrase qui résume toute l'ambition de cette nouvelle époque. Elle vient de René Descartes. L'objectif n'est plus de vivre en harmonie avec la nature, mais d'en devenir les maîtres et possesseurs. Le but a changé, ce n'est plus la sagesse, c'est l'efficacité, l'utilité, l'amélioration de notre condition matérielle. Et un peu plus tard, le philosophe Emmanuel Kant va, disons, enfoncer le clou. Il établit une hiérarchie très claire. D'un côté, les humains, parce qu'on est doué de raison, on a une dignité absolue, on est des fins en soi. De l'autre, la nature, et tout ce qui n'a pas de raison, tout ça n'a qu'une valeur relative, ce sont des moyens, des choses à notre disposition. Alors, cette idée que la nature est une sorte de grand supermarché à notre disposition, elle a bien sûr permis la révolution industrielle, le progrès technique, mais ce pouvoir a un coût. Et aujourd'hui, on commence à recevoir la facture. Et si toute notre façon de voir le monde n'est-elle en fait qu'une exception culturelle ? C'est un peu le choc que nous apporte l'anthropologie. Des penseurs comme Philippe Descola nous montrent que pour plein d'autres cultures sur la planète, notre séparation bien nette entre eux, la nature, et nous, les humains, n'a absolument aucun sens. Notre vision n'est pas la norme, c'est l'exception. Mais la critique va encore plus loin, et elle devient plus inquiétante. L'idée de nature a souvent été utilisée comme une arme. Quand on décrète qu'une hiérarchie sociale est naturelle ou qu'un comportement est contre nature, on essaie en fait de fermer la discussion, de faire passer une opinion politique pour un fait biologique indiscutable. Mais alors, pourquoi est-ce que ça marche si bien cet argument ? C'est parce que le mot nature n'est jamais vraiment neutre. C'est ce qu'on appelle un concept axiologique. Ça veut dire qu'il trimballe toujours avec lui, souvent sans qu'on s'en rende compte, tout un tas de jugements de valeur sur ce qui est bien ou ce qui est mal. On se retrouve donc aujourd'hui avec cet héritage, avec ce concept de nature complètement fracturé. D'un côté, une source d'inspiration, un modèle d'harmonie. De l'autre, un outil de domination, une ressource à exploiter. Alors, comment on fait ? Comment on avance à partir de là ? Parce que, qu'on le veuille ou non, la réalité finit par nous rattraper.
La crise écologique actuelle, c'est la conséquence directe de cette idée que la nature n'est qu'un stock de ressources à notre disposition, à exploiter sans fin. On peut dire que le projet de Descartes a touché ses limites. Et c'est ça finalement, le point central de toute cette histoire. Parler de la nature, ce n'est jamais juste décrire le monde de façon objective. C'est toujours, en même temps, exprimer une certaine valeur qu'on lui accorde. Et cette valeur, elle a des conséquences très très concrètes sur la manière dont on agit. Et on termine donc sur cette question. Une question qui n'est plus seulement philosophique, mais qui est devenue profondément politique et même personnelle. Après avoir été un modèle, puis une possession, qu'est-ce que la nature pour nous, ici et maintenant ? La réponse qu'on apportera à cette question, collectivement, dessinera notre futur.